Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes 32 connectés, 33 là. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien dans le chat. Normalement, vous avez aussi des emojis pour me dire pouce levé, tout va bien. Donc, n'hésitez pas. Ok, super, merci beaucoup. Alors, pareil, si vous avez des questions, vous avez un onglet questions à droite. L'idée, c'est justement de poser le plus de questions possible. Et ceux qui n'ont pas de questions et celles qui n'ont pas de questions, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. On y reviendra tout à l'heure à la fin de cette session. Je suis Cécilia Oussero, je suis consultante en organisation produit et coach en product management. J'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs types d'organisations, autant des grands groupes qui ont des problématiques de scaling, type Société Générale, Yves Rocher, Cartier, mais aussi des petites structures comme Kiabi, Le Parisien en ce moment, et Digipost, justement l'année dernière, en plein confinement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir bonjour tout le monde. J'ai la chance d'accueillir Bertrand Dolbeau, qui est directeur produit, marketing, client et partenariat chez Digipost. Tout d'abord, merci Bertrand de prendre le temps de faire ce retour d'expérience et de commencer ta journée finalement avec nous. Comment tu vas, Bertrand? Très bien, merci Cécilia. J'espère que toi aussi. Ouais, tout va bien. Moi, je suis ravi d'être là pour partager sur ces sujets ce matin. Super. Est-ce que, avant de commencer de rentrer dans l'organisation produit, tu peux nous dire que fait réellement Digipost et qu'est-ce que tu fais toi au sein de Digipost? Oui, alors Digipost, c'est un service de la Poste pour les utilisateurs en tant que particuliers. C'est une sorte de boîte aux lettres numérique sécurisée qui est adossée à un coffre-fort numérique qui sert en fait à recevoir, à conserver puis à partager tous ces documents personnels importants. Ça peut être ses bulletins de paye, ses diplômes, ses factures, justificatifs de domicile, pièces d'identité, etc. Et donc, c'est accessible sous la forme d'un site web et d'une application mobile. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi une plateforme en fait B2B2C qui vise à faciliter tout ce qui est dématérialisation des échanges entre un 2B et un 2C. Et donc, pour les entreprises, c'est un moyen pour dématérialiser et envoyer des documents ou des informations de manière sécurisée à des particuliers avec un archivage à valeur probante. Donc, c'est par exemple ce qu'on fait pour la dématérialisation des bulletins de paye. Voilà, donc, Digipost aujourd'hui, c'est un peu plus de 6 millions côté utilisateurs particuliers et 7000 entreprises clientes qui dématérialisent leurs documents à travers Digipost. Voilà, et moi, dans cette structure, je m'occupe de la direction produit, data, marketing au sens communication et marketing client et partenariat. C'est à peu près une équipe de un peu plus de 30 personnes. Ok. Et dans ton rôle, il y a aussi cette skill autour de revoir un peu l'organisation produit. Est-ce que tu peux nous parler du contexte avant l'organisation produit et les problématiques que vous rencontriez à ce moment-là? Oui, alors nous, on avait principalement, je dirais, trois sujets qui nous préoccupaient. Premier sujet, qui est finalement un sujet assez positif, c'est que Digipost avait déjà mis en place l'agilité au sein de la direction technique depuis plusieurs années. Donc, on fonctionnait déjà avec des feature teams, tous les rituels qui vont avec, les coachs agiles, etc. Mais on n'était pas encore passé à l'agilité, on va dire, à l'échelle dans les autres services, dans les autres directions. Et du coup, on avait un peu de décalage de fonctionnement dans les méthodes, dans les objectifs. Donc, on voulait pouvoir adresser ça. Après, c'était aussi un moment où on venait de remettre à plat notre stratégie avec une stratégie du coup pour Digipost qu'on a clarifiée. Et donc, on souhaitait aussi pouvoir avoir un meilleur alignement des équipes autour de ces objectifs stratégiques. Donc, c'était un bon moment pour se poser la question. Et peut-être le plus important, c'est qu'on avait aussi pas mal de remontées de la part des équipes d'envie d'avoir plus d'autonomie dans la construction de la roadmap.
on avait une petite musique quand même qui tournait, qui disait ça vient souvent du haut, les features sont imposées, etc. Et voilà, donc on était dans un mode de fonctionnement où finalement on avait une très bonne exécution, on va dire, du delivery des features qui étaient définies, mais pas assez d'implication dans le choix des initiatives. C'est une approche un peu trop top-down, on va dire, et du coup qui responsabilise pas forcément suffisamment. Donc on voulait aussi casser tout ça et réimpliquer les équipes dans notre processus de roadmap. Ok, très clair. Tu parles d'autonomie. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une problématique autour de la collaboration entre les équipes et justement ces teams multidisciplinaires Alors, oui, c'est vrai qu'on voulait aussi casser un autre silo qui était le silo entre les équipes produits et les autres équipes. Donc avant, on était un peu dans une logique où le produit il faisait ses features, il les livrait, puis il passait à la feature suivante. Donc, ce qui pouvait générer deux problématiques. Une sur la notion du run en fait, et du suivi des features qui sont livrées. Bon, ça, je pourrais revenir là-dessus. Mais surtout par rapport à cette logique de travail en équipe, on profitait du coup pas suffisamment des compétences des autres services, à la fois dans le process peut-être de conception de la roadmap et puis aussi dans le processus de mise en marché. Et alors qu'on sait tous que c'est très important dans le succès d'un produit ou d'une feature. Donc, par exemple, sur tout ce qui est plan de communication à mettre en place pour faire connaître une nouvelle feature ou travailler sur l'acquisition du produit, des actions push mobile, campagne email, etc. Voilà, donc on voulait avoir une application qui était plus efficace, plus transverse, avec des équipes du coup pluridisciplinaires finalement dans tout le processus produit. Donc réimpliquer le commerce, le marketing client, la communication, les opérations, etc. Voilà. Et puis après, on est aussi dans un processus, on va dire, d'amélioration continue dans l'organisation. Donc, nous, ça nous intéressait de continuer à évoluer par rapport à ce qu'on faisait déjà et aussi de suivre un peu les meilleures pratiques du marché, voir ce qui se passait ailleurs. Voilà. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on avait souhaité se faire accompagner avec TIGA. Okay. Effectivement, avec TIGA, on avait proposé donc, 3 schémas d'organisation. Un schéma orienté vertical métier, qui était plutôt sur entreprise, tribe entreprise, tribe institution. Un schéma plutôt orienté flux de valeur, avec 2 tribes, to C, to B, et justement les jobs to be done dans les squads. Et un dernier schéma autour des impact teams, donc avec la squad Welcome and Secure, Sustain and Grow, Engage, Diversify et la dernière squad, la squad mobile. Et vous avez choisi donc les impact teams. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce choix d'impact team? Oui, alors ça c'était un moment très intéressant dans la définition de ce qu'on voulait faire là, donc avec ces différents modèles. Nous, on a choisi une organisation en impact team parce que c'est ce qui répondait le mieux en fait à notre situation à ce moment-là et à nos enjeux. D'une part, je l'ai dit, on avait redéfini notre stratégie avec, je ne vais pas la détailler là, mais on a 4 axes assez clairs et à chaque axe correspond à un objectif stratégique. Donc, en fait, c'était plus pertinent d'organiser les équipes autour de ces axes stratégiques pour avoir le maximum d'impact et puis pour aussi s'approprier justement cette stratégie. Et je peux en donner un comme un petit exemple. On a un axe stratégique qui est de conforter notre position de leader sur le coffre-fort numérique du salarié. Donc là-dessus, on a 2 squads qui vont travailler, là, que tu as mentionné, Sustain and Grow, qui est plutôt orienté sur soutenir l'activité business, et donc to be, et Welcome and Secure, qui est plutôt orienté sur comment j'accueille le salarié et génère de l'usage et de la satisfaction salariée. Voilà. Puis l'autre élément aussi pour nous, c'est que donc nous, on est une plateforme B2B2C. Et moi, je trouve que c'était important d'avoir les 2 facettes du to-B et du to-C au sein des mêmes équipes ou au moins dans la coordination des équipes, parce que l'un ne va pas sans l'autre dans notre modèle. Et donc, l'idée, c'était de ne pas séparer ceux qui travaillent sur les sujets to-B de ceux qui travaillent sur les sujets to-C pour, au contraire, améliorer la cohérence de l'ensemble. Donc, par exemple, quand on lance une offre de communication
pour que les employeurs puissent communiquer des news au travers Digipost. Donc, c'est une off-to-be, mais qui a forcément un impact côté utilisateur aussi dans l'expérience du salarié. Voilà. Complètement. Et j'avais une question du public juste avant qu'on commence. Quelle est la proportion des product people dans les équipes, à savoir UX, PM, product designer. Donc concrètement, comment vous avez mis en place ces impact teams? Alors, peut-être pour la question générique, aujourd'hui, nous, si on fait le ratio, en fait, product people versus l'ensemble de l'équipe qui intervient dans le process produit build, c'est à peu près 20% la proportion. Donc, et plus concrètement, nous, on a mis en place donc des squads. Donc, en fait, c'est les ex-feature teams, hein, donc coordonnés par des product owners et dans lesquels on a des développeurs, au moins un testeur, un Scrum Master et un DevOps. Voilà. Donc, ce qui permet en fait de donner un périmètre d'autonomie dans le delivery à chacune de ces squads. Grosso modo, chez nous, c'est entre, on va dire, 7 à 10 personnes selon les squads. Et puis, on a ajouté un niveau avec des membres transverses, donc qui sont du coup les tribes ou les tribus, donc où là, on est avec des membres pluridisciplinaires. Donc, on a des représentants de l'équipe commerciale, des opérations, du marketing, de la relation client, de la communication, etc. Et ces équipes-là, elles sont coordonnées par les PM chez nous. Et on a en transverse aussi, donc dans ces tribes des UX et l'équipe data, on a des data scientists du coup qui se répartissent dans les tribes. Voilà. Aujourd'hui, grosso modo, on a une tribu et 2 squads. Enfin, dans une tribu, il y a 2 squads et on a en plus une squad mobile qui est en transverse chez nous. Très clair. Avec du recul, un an après, hein, qu'est-ce que tu considères comme étant des réussites? Nous, aujourd'hui, on a un retour qui est vraiment super positif de la mise en place de cette organisation. On en voit vraiment les bénéfices. Donc, le premier, c'était déjà d'arriver à mettre tout le monde autour de la table et donc de faire travailler toutes les équipes ensemble, donc que ce soit entre les devs, les product managers, les services clients, les scrum, le marketing, le commerce, etc. Donc là, on a une bien meilleure collaboration entre les équipes et du coup aussi naturellement une bien meilleure prise en compte des demandes métiers entre guillemets parce que voilà, les équipes se parlent beaucoup plus. Et donc, on passe aussi d'une logique un peu client-fournisseur qu'on pouvait avoir avant entre le produit et les autres services à une logique beaucoup plus tous contributeurs. Voilà, donc ça, c'était vraiment bien. Et on voit aussi les effets dans ce qu'on recherchait en termes d'autonomie des équipes. Hein. Donc maintenant, on a du coup des équipes qui s'approprient beaucoup plus encore le produit et la roadmap. Et ça a aussi un intérêt sur le suivi et le run que j'évoquais tout à l'heure. Complètement. Et très, très clair, ces réussites. Qu'est-ce qui a permis, selon toi, ces réussites au sein de Digipost? Déjà, comme je le disais au tout début, on partait pas de zéro. Donc, en fait, on avait quand même déjà, nous, on va dire un delivery qui était déjà agile, donc avec une maturité déjà des équipes là-dessus. Donc, on est allé juste une étape au-delà, mais vraiment, il y avait un socle qui était quand même déjà très, très fort. On a aussi le fait d'avoir, nous, même si Digipost, ça existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, mais pour autant, on a une dette technique qui est très bien maîtrisée, qui est vraiment sous contrôle. Du coup, aujourd'hui, on a des équipes qui peuvent travailler aussi de manière assez indépendante. On est en microservices, on a des process de CI/CD, etc. Donc, en fait, les équipes, elles peuvent développer, mettre en prod et de manière assez autonome les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'était important aussi pour la mise en place de cette organisation. Et le point de départ, c'était aussi les objectifs qu'on avait vraiment clarifiés au démarrage avant de basculer là-dedans. Voilà. Et puis, on a aussi des
des équipes qui avaient envie de progresser, hein, donc voilà, qui avaient envie de tenter l'aventure, de voir comment ça se passait. On a été beaucoup aidé aussi par les Scrum Masters qui mettent vraiment beaucoup d'huile dans tout ça. Voilà, et puis si peut-être, paradoxalement, avec le recul, là, nous, quand on a fait cette bascule-là, en fait, on avait défini cette nouvelle organisation donc avec l'aide de TIGA et c'était à fin mars. Et donc, on devait basculer la nouvelle organisation début avril 2020. C'était l'année dernière. Et donc, c'était en plein début de confinement. Voilà. Donc, on a hésité un moment à savoir est-ce qu'on y va, on n'y va pas, parce que du coup, l'organisation était complètement chamboulée avec le télétravail et tout ça. Et on a quand même décidé d'y aller. Et au final, avec du recul, ça a sans doute été une opportunité d'avoir fait cette bascule comme ça. Parce que du coup, on a été obligé d'aller vraiment directement dans le grand bain d'un seul coup. Et ça allait de pair avec donc, les nouvelles habitudes de télétravail, la systématisation aussi des nouveaux outils à distance. Donc, nous, on travaille beaucoup. On est sur Office 365, mais voilà. Donc, en fait, on a fait cette bascule-là d'un seul coup au moment du confinement, et je pense que ça nous a fait gagner du temps parce que du coup, on a dû y aller vraiment très franchement d'un seul coup. Donc, vous avez en fait utilisé ce confinement globalement comme une opportunité de progresser avec ces nouvelles habitudes de travail justement avec le télétravail, et en s'appuyant aussi sur la bienveillance et l'envie de jouer le jeu de chacun. Très clair. Il y a une question qui fait écho à ma prochaine question, qui sont les freins rencontrés. C'est Aurélien qui posait cette question-là. Quelles sont justement les difficultés que vous avez rencontrées aujourd'hui, un an après, qu'est-ce que vous aviez rencontré? Déjà, en fait, on a une difficulté ou peut-être un retour d'expérience, c'est que ça a nécessité quand même pas mal d'accompagnement. Donc, même s'il y avait une vraie demande d'avoir un passage à plus d'autonomie, plus de responsabilisation, il y a aussi eu du coup un besoin d'accompagner ce mouvement-là. Donc, je prends un exemple, il y avait toute la comitologie ou les rituels autour des squads, ça existait déjà parce que donc, on était sur la lancée des feature teams. Mais avec la nouveauté qu'on avait introduite dans les tribus, avec les tribes, ça a nécessité un gros effort au démarrage pour du coup réunir et animer ces équipes. Donc, c'est un gros effort aussi des PM du coup qui avaient ça comme responsabilité pour rassembler les différentes équipes qui n'étaient pas forcément habituées à ce mode de fonctionnement. Faut faire comprendre aussi leur rôle et donc leur mission, parce que l'objectif, c'est que ce ne soit pas des équipes un peu spectateurs qui viennent là pour juste être informés de ce qui se passe. C'est vraiment d'être acteurs et d'avoir un impact sur qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le mettre en avant, etc. Voilà, donc c'était une attente et en même temps, ça a été assez compliqué à mettre en route parce que c'était un vrai changement. On a eu une autre difficulté, là peut-être plus forte encore, qui était sur la mise en place des OKR, parce que donc on n'en a pas parlé, mais on a accompagné cette nouvelle organisation par aussi donc le pilotage par les objectifs. Donc on a redéfini des OKR, etc. Et quand on l'a mis en place, donc ça c'était un peu nouveau pour nous aussi. Donc au début on a fait la première saison où on a commencé à basculer. On a fait une espèce de ce que j'appelle un rétro-engineering des OKR. Donc la roadmap elle était déjà prévue pour la saison et on a essayé de voir ce que ça aurait donné si on avait eu à définir des OKR. Donc ça, c'était un premier exercice pour un peu s'habituer ou assimiler ce concept. Et puis, la saison d'après, du coup, on a laissé faire pour la définition des OKR par les équipes. Et là, on s'est retrouvé avec des OKR qui étaient en fait très, très larges, trop larges, je pense, par rapport aux attendus, pour que ce soit réellement utile et efficace. Mais on a quand même laissé faire pour qu'on voit concrètement ce que ça donnait. Et la saison d'après, donc troisième saison, là, en fait, il y a eu un effet de balancier un peu naturel. Les OKR ont été vraiment recentrés. Et, voilà, et donc,
c'est encore perfectible, mais on est sur ce processus d'itération. Voilà. Et peut-être une autre difficulté au début, c'est que au début, on avait voulu tout mettre en place d'un coup, donc OKR, les squads, les tribus, et aussi des chapters et des guildes. Et ça c'est peut-être le truc de trop pour démarrer. Donc, ça n'a pas bien pris tout de suite. Ça a pris par la suite, mais voilà, avec le retour, on s'est dit que peut-être ça, on aurait pu le démarrer dans une deuxième étape, une fois que le premier niveau de l'organisation était stabilisé. Chose que vous avez fait, je pense, sur la guilde, tu m'en parlais, la guilde, je ne sais plus comment elle s'appelle. On a une guilde Customer Happiness, du coup, qui est transverse, effectivement, avec des personnes. Alors, elle est l'idée par les personnes qui sont en charge de la satisfaction client, donc dans les équipes marketing, relations clients, mais avec du coup d'autres profils de dev, de PO, etc. Ok, très clair. Lors de notre dernier échange avec Nathan et Aurélien, vous identifiez avec Aurélien des prochaines étapes autour de la structuration de Discovery, de l'amélioration justement de ces points de synchro avec les tribes. C'est bien ça vos prochaines étapes? Oui, du coup, en regardant un peu là, les choses qui avaient posé des difficultés, et puis maintenant avec ce recul où il y a donc 1 an de mise en place, nous, on a un vrai sujet qu'on a envie de développer maintenant, qui est donc tout ce qui est autour du discovery. Donc aujourd'hui, par exemple, on a donc dans les tribus, on a des équipes de relations clients, de customer success, qui proposent et réalisent des initiatives pour faire des tests auprès de nos utilisateurs, sur notre parc utilisateur, qui ont développé une communauté d'ambassadeurs. On a à peu près 500 utilisateurs qui sont prêts du coup à tester des choses en avant-première, etc. Donc ça, c'était déjà un premier axe. On a les UX aussi qui travaillent sur les aspects de discovery, mais on aimerait aller encore plus loin. Et donc, on se renseigne en ce moment un peu sur les bonnes pratiques de ce que font d'autres structures pour formaliser ça. Voilà. En attendant, on a déjà un peu renforcé notre équipe UX en parallèle pour qu'on ait justement les moyens de pouvoir travailler sur ces sujets. Voilà, donc ça, c'est un premier axe de développement. On en a un deuxième qui est vraiment dans la continuité de ce que je disais sur le fonctionnement des tribus. Donc, les tribes, ça a vraiment été un plus dans la coordination, les échanges, etc. Mais on peut encore aller plus loin dans l'implication des membres des tribus dans la définition de la roadmap. Et peut-être pour finir, moi, j'aimerais bien qu'on arrive aussi à monter d'un cran encore au-delà du produit. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aligner les équipes avec les OKR stratégiques pour avoir une vision vraiment commune et que nos initiatives elles soient vraiment pas seulement des initiatives produits, mais bien des initiatives communes et coordonnées avec celles du commerce, avec celles du marketing, de la communication, etc. Voilà, donc c'est aussi un peu ce sur quoi on va essayer de bosser prochainement. Ok, super, très clair. Écoute, on va prendre quelques questions. Il y en a certaines auxquelles tu as déjà répondu. Il y a une question autour des designers qui a été plutôt plébiscitée aussi, et sur les équipes mobiles. Là, il y a Thomas qui demande, avec une équipe mobile dédiée, comment fonctionne la roadmap de l'équipe? Est-ce qu'elle découle en aval des autres équipes, ou peut-elle être totalement différente des équipes web? Alors, nous, elle a quand même un gros volet qui découle en aval du coup des autres équipes. Donc, l'équipe mobile, elle a 2 objectifs. Elle a effectivement d'assurer la cohérence entre ce qu'on fait sur le web et sur le mobile, enfin de l'expérience utilisateur, et donc de développer un certain nombre de fonctionnalités qui sont développées aussi sur le web. Bon, là, c'est pas forcément en aval, mais en tout cas, c'est en parallèle.
Et en revanche, elles ont aussi un autre objectif de travailler sur toutes les spécificités du mobile qui peuvent améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc là, c'est vraiment dédié. Par exemple, l'équipe mobile, elle a développé un scanner mobile à l'intérieur de l'application Digipost pour scanner et ajouter des documents. Donc ça, c'est très spécifique au mobile. Donc c'est elle qui l'a fait en autonomie. Là, on vient de sortir un mode offline des documents accessibles depuis le mobile. Donc c'est pareil, ça c'est fait de manière spécifique par l'équipe mobile. Okay. Voilà, donc elle a vraiment ces deux aspects-là à travailler comme objectif. Ok, très clair. Une autre question qui a été votée, c'est quelle est la portée des impact teams dans le temps quand vous adaptez vos teams, comment vous adaptez vos teams en cas d'émergence d'un nouveau impact pour répondre aux enjeux ou à la nouvelle stratégie? Aujourd'hui, en fait, tous les nouveaux sujets qu'on a ou qu'on identifie dans ce qui a développé dans la roadmap, généralement, en tout cas pour le moment, on n'a pas eu de cas contraire. Ils rentrent tous dans un des grands objectifs de la stratégie. Donc, et cette stratégie, elle n'a pas vocation à changer tous les 3 mois. Donc, on est sur une stratégie plutôt moyen terme. Et à ce jour, on arrive toujours à trouver une cohérence entre les sujets qui arrivent et les mettre, qui soient adaptés aux objectifs qu'on suit. Voilà, donc après, on a des repriorisations qui se font au fur et à mesure, effectivement, des enjeux court terme qui peuvent émerger ou des potentiels business de tel ou tel sujet. Donc la roadmap, nous on fonctionne sur des roadmaps trimestriels, donc par saison, avec des sprints de 15 jours à l'intérieur des saisons et des processus aussi d'intersaison où du coup on essaye de définir la roadmap à la saison, mais qui reste quand même toujours assez souple. Si on a un nouveau sujet, on réarbitre, y compris dans l'espace-temps des 3 mois. Okay. Il y avait une autre question de Michael. Tu parlais de discovery. Sa question, c'est les designers produits sont-ils répartis dans les équipes ou regroupés en shared service? Alors aujourd'hui, c'est aussi pour des questions un petit peu de taille d'équipe. Aujourd'hui, ils sont plutôt en shared service. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur notre axe de développement du discovery. Donc, on veut muscler ça. Donc, on a recruté des nouvelles personnes pour dédier à ça. Et déjà, du coup, aujourd'hui, on peut arriver au moins à les avoir dédiés dans les tribus. Donc, on peut avoir des personnes différentes qui sont affectées et qui vont suivre les objectifs de la tribu. Voilà. Okay. Mais on n'a pas encore, du coup, des personnes dédiées dans chaque squad. Ok. Et on va prendre une dernière question. J'aime bien l'autre question d'Aurélien, mais je pense que tu l'as déjà un petit peu évoqué autour des freins de la mise en place de cette organisation et comment vous les avez dépassés. Tu en as déjà un petit peu parlé. Et on va prendre la dernière question de Caroline, qui est pourquoi avoir conservé une squad mobile en transverse? Pareil, c'est un peu comme pour la partie designer et UX, c'est que là, c'est aussi le pragmatisme, donc par rapport aux moyens qu'on a. Évidemment, l'idéal aurait sans doute été de pouvoir avoir du coup une partie mobile dans chaque impact team, mais aujourd'hui pour des questions aussi budgétaires, c'est pas possible. Donc on a une squad qui est transverse, qui est dédiée et qui fait ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc qui travaille à la fois la déclinaison de la partie web et à des innovations ou spécificités liées au mobile. Très clair. Là, c'est encore une fois aussi sur les organisations, parce qu'il y a toute la partie théorique sur laquelle l'organisation on peut avoir. Mais finalement, après, elle doit être vraiment adaptée à la réalité. On a tous des réalités
à la fois budgétaires, historiques, culturels, etc. Et donc, on fait avec ça. Ouais, c'est très clair. Est-ce que pour conclure, tu aurais un conseil justement à quelqu'un qui souhaiterait mettre en place ou revoir son organisation produit? Au-delà de se faire accompagner par des personnes compétentes et expertes, je dirais que non, mais vraiment, nous, le premier truc serait de dire vraiment de ne pas hésiter à sauter le pas. Ça vaut vraiment le coup. Nous, vraiment, on a vraiment vu en interne, y compris dans les modes de fonctionnement, mais aussi dans les résultats, les bénéfices de ce changement. Alors, je ne dis pas que c'est l'organisation en Impact Team en tant que telle, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'évoluer, Ouais. d'aller à son rythme pour pas aller non plus trop vite et trop d'un coup, pour pas non plus perdre les équipes en route. Et puis, adapter aussi, hein, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment adapter ça à son organisation en se l'appropriant, en la personnalisant et en itérant, puisque finalement ça reste un processus d'amélioration continue. Ok. Voilà. Très clair. Mais en tout cas, merci beaucoup Bertrand d'avoir bien voulu partager avec nous ce retour d'expérience, cette deuxième session des T-Rex. Merci à tout le monde. Je vois qu'il y en a qui nous disent merci, bonne journée. Très bien, merci à vous. Merci à tous. Merci pour vos questions et passez une très très bonne journée. Au revoir. Au revoir.